Bonjour vous tous et bienvenue à cette émission sur le EMA, l'actualisation par les mouvements oculaires. Nous sommes aujourd'hui en Suisse, à Lausanne, plus précisément avec Claudine Marchand, qui utilise déjà le EMA depuis plusieurs années dans toutes sortes de contextes, autant le contexte coaching que le contexte thérapeutique. Bonjour Claudine, merci de nous accueillir aujourd'hui chez toi. Bonjour Isabelle, c'est mon plaisir de t'avoir ici. Claudine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel qui t'a emmené ensuite à t'intéresser à l'EMA? Alors, j'ai commencé dans le temps avec les sciences naturelles parce que je voulais comprendre comment la science comprenait la vie. Et puis, j'ai continué dans les neurosciences pour savoir qu'est-ce qu'on savait du fonctionnement de l'être humain et des êtres en général, aussi des animaux. Et c'était très très décevant pour moi, cette vision encore assez mécaniste de l'être humain. Alors j'ai travaillé pendant 18 ans dans la recherche fondamentale dans les neurosciences, et puis je me suis dit que j'aimerais quand même retrouver le plaisir de travailler avec un être humain entier et pas seulement des cellules isolées ou des choses Et c'est comme ça que je me suis tournée vers les médecines alternatives. Et j'ai eu une chance inouïe, j'ai commencé par l'homéopathie, l'acupuncture et l'ostéopathie comme première formation pendant que j'étais encore en train de faire des recherches. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que mon chef, qui était doyen de la faculté de médecine, il me livrait des raisons pourquoi la médecine chinoise avait raison de coupler le foie avec les yeux et toutes ces choses-là. Il était ouvert. Il était très ouvert, ouais. Comme tu dis, c'est une chance parce qu'il y a plusieurs années, beaucoup de personnes n'avaient pas cette ouverture-là du tout. Non, il trouvait ça génial que je me forme comme ça. Il a moins apprécié quand j'ai commencé à traiter. Parce que ça, c'est quand même le prérogative des médecins. Ah, d'accord. Mais toi, tu as été contente d'aller vers quelque chose qui te permettait justement d'être avec l'être humain. Oui, c'est beaucoup plus intéressant et en plus on peut observer le résultat immédiatement. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pas comme ça, une recherche, ça peut prendre des années avant d'avoir le résultat. Et sans rien voir. Oui, sans rien voir. Être un peu dans le virtuel, quoi. Dis-moi Claudine, parce que toi, tu as beaucoup d'outils et différentes approches que tu utilises quand tu accompagnes les gens. Tu as fait les formations donc en EMA, en actualisation par les mouvements oculaires. Comment tu intègres ça dans ta pratique? Alors, je suis très spontanée. Oui. Ce qui fait que je ne vais pas me dire cette personne va avoir une séance EMA. Oui. Je vais regarder avec quoi la personne vient le moment donné. Et puis quelquefois, juste en conversation, je vais dire « Ah, vous avez noté ? En pensant à ça, en me décrivant ça, vous avez regardé dans cette direction-là. Et regardez voir là, vous vous orientez plutôt ici. » Et puis je lui dis, on pourrait peut-être établir une carte, une map monde de ce qui se passe en vous pendant que vous me racontez les différentes fêtes de votre vie. Et comment les gens répondent à ça habituellement? Alors, souvent, il y a un sourire et on dit « Ah oui, c'est intéressant. » Je n'ai jamais pensé à ça de cette manière. Oui, donc c'est surprenant. Oui, c'est surprenant parce que je ne fais pas une introduction théorique ou comme ça, j'essaie juste de les prendre dans la pratique. Oui. Et de ce fait, ils n'ont pas le temps non plus de dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est directement dans la pratique. C'est bien parce que là, c'est une pratique basée sur l'observation. Quand tu vois que la personne, son mouvement oculaire va quelque part, là tu l'utilises immédiatement. Oui, tout à fait. Ouais. Dis-moi, en tant que chercheuse, parce qu'on cherche plein de choses sur Terre, mais toi tu as même fait de la recherche aussi. Oui, tout à fait. Quand les gens te demandent comment ça peut fonctionner un petit peu cette idée des mouvements oculaires, qu'est-ce que tu leur réponds?
Alors je leur dis que les yeux sont une partie du cerveau. Hein. Quand on regarde l'embryologie, comment le cerveau se forme, les yeux viennent vraiment du préfrontal. Et je leur explique que c'est comme s'ils avaient vécu avec un film qu'ils observaient en eux-mêmes, et maintenant soudainement on leur donne les manettes pour intervenir dans le jeu et devenir actifs, interactifs avec ce qui se passe en eux. Comme ça, ils deviennent autonomes et ils apprennent à décider de ce qui se vit pour eux et pas juste subir ce qui se passe en eux. C'est bien. Et comment les gens entendent quand tu leur parles de ça? Ils trouvent évidemment la métaphore assez rigolote. Et c'est aussi quelque chose que la plupart des gens connaissent, ont fait une expérience avec. Oui. Et ils peuvent s'imaginer que plus ils apprennent à manipuler les manettes, plus ils vont être aussi efficaces dans les changements qu'ils induisent. Donc, par cette métaphore-là, les gens comprennent aussi qu'ils sont responsables, que c'est eux qui peuvent contrôler. Ils sont responsables et ils sont autonomes. Oui, c'est ça. Pour une fois, ils ont vraiment tout dans leurs mains pour interagir avec ce qu'ils vivent. Ce qui est vraiment important aussi dans les méthodologies d'accompagnement que tu utilises. Oui, pour moi, c'est très très important que la personne garde son autonomie ou retrouve son autonomie selon ce qu'ils vivent. Tu sais, tu as la chance, on pourrait dire ça comme ça, de porter plusieurs casquettes, de par ton multiple expérience. Donc, tu utilises cette approche-là autant en thérapie qu'en coaching. Pourrais-tu me donner quelques exemples que tu as eus en consultation thérapeutique, peut-être? Juste il y a quelques jours, il y a eu un jeune homme qui est arrivé en pleurs avec une peur énorme de se suicider. Il sentait une pression de finir, il se voyait déjà avec la corde autour du cou. C'était vraiment fort. Et il a comme ancrage toujours ce qu'il a vécu dans sa famille avec son père. Il a eu l'impression d'avoir subi une violence verbale qui était juste pas possible pour lui de digérer. Et alors je lui ai dit que de toute façon, toutes nos mémoires, c'est une interprétation de l'histoire. Et que personne n'a vraiment la vérité. Sur quoi on a fait une ligne de temps et on est retourné jusqu'avant la conception. Tu permets que j'explique pour nos auditeurs la ligne de temps. Alors, la ligne de temps, c'est un concept qui vient, on l'utilise en hypnose, on l'utilise aussi en PNL, où on retourne dans le passé à l'encodage premier, au tout premier moment où il y a quelque chose qui a été relié à ce qu'on a vécu plus tard. Et soit que ça arrive dans l'enfance, habituellement avant l'âge de 21 ans, ou bien peut-être même dans le ventre de la maman. Il y a plein d'expériences comme ça, et je sais que tu as vécu ça aussi avec des clients, ou peut-être même avant. Et là, on parle de transgénérationnel, ou selon les croyances des gens, de vie passée. Moi, j'aime bien retourner avant la conception, parce que souvent, juste avant la conception, les gens ont une sensation de plénitude et de complétude. Alors, j'utilise ça comme ancrage de l'idéal de soi, si je peux dire. C'est beau. Où on est encore entier, où on a encore tous les outils qu'il nous faut, c'est tout là. Alors j'ai commencé par ça et immédiatement il a réagi en disant mais je suis beaucoup plus léger et je prends plus de volume. Alors, de cette pièce-là, je lui ai fait regarder l'histoire. Il a vu où les événements douloureux ont eu lieu. Je lui ai proposé d'aider son père pour qu'il ait pu être déjà depuis sa naissance aussi aimant qu'il est aujourd'hui. Et puis, il est revenu avec tout ce qu'il a intégré sur ce voyage.
où il observait juste, et il a fait physiquement tout le voyage de la conception à travers la naissance et jusqu'à aujourd'hui, en vérifiant à chaque étape qu'il avait encore tout ce qu'il avait trouvé au moment avant la conception. Et quand il était tout entier là, il manquait quelque chose. D'accord. Et je lui ai fait un EMA, où je lui ai fait intégrer d'un côté son soi idéal qu'il avait trouvé avant la conception, avec le soi qu'il a trouvé maintenant à la fin du voyage où il était pleinement là, il se sentait bien ancré et tout, et il a donné les ressources de ces deux personnes à son moi qui veut se suicider, qui en peut plus, en lui disant mais maintenant tu n'as plus besoin de te bagarrer contre la vie parce qu'il y a deux en plus qui font le contrepoids, si je peux dire. Donc il y a eu une intégration très forte de ressources, de ces parties de lui qui ont contribué à faire une différence dans cette situation-là. Et quand il est sorti vraiment, il était de nouveau droit, aligné, et il disait ok, on va voir ce qu'on peut faire là, mais c'est plus léger. Ça veut dire que ça a évité peut-être une tentative de suicide, peut-être, on ne sait pas. C'est bien possible, je n'ai aucune idée, mais ça fait des années que cet homme entre et sort des cliniques psychiatriques et qu'il a vraiment des difficultés. C'est quelqu'un de très très créatif. Et quand son mal-être le coupe de sa créativité, il n'a plus d'exutoire. Et alors ça fait une pression. Donc c'est bien devient dangereux pour lui. Et voilà. Mais c'est bien de savoir que avec différentes approches, comme l'hypnose, la PNL et toutes tes connaissances bien sûr, et en ajoutant du EMA, parce qu'on peut très bien, comme tu as fait, dire dans la consultation, on utilise tous les outils qu'on a. Absolument. Et puis selon le besoin de la personne, en fait. Donc comme tu dis, on ne sait pas toujours avec lequel on va démarrer, mais on sait que c'est disponible. Si jamais ça fait partie des outils, et je n'ai pas des boîtes fermées. Les outils sont simplement disponibles, et puis on peut les intégrer dans ce qui se passe dans la... Donc ça veut dire que s'il y a dans les gens qui nous écoutent, par exemple, des psychologues, des psychothérapeutes, ils pourraient possiblement intégrer ça aussi dans des cas comme celui que tu viens de nommer. Et ce que je trouve intéressant dans cette approche, que une fois que la personne a compris qu'elle a une possibilité de se rendre compte de ce qui se passe en elle, qu'elle n'est pas à la merci de ses pensées, qu'elle n'est pas à la merci de son vécu antérieur, qu'est-ce que j'en sais, elle peut devenir coactive dans la thérapie. Et c'est plus quelqu'un qui sait, qui aide quelqu'un d'autre, mais c'est ok, comment je peux être une ressource pour mon client, mon patient, pour qu'il s'aide lui-même. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Oui, ça, c'est un nouveau paradigme, en fait. C'est une nouvelle façon de penser complètement dans le contexte de l'accompagnement. De dire que le client et nous, on contribue, ça fait partie du système, mais que lui peut devenir autonome à travers ça. Oui, tout à fait. Donc c'est la base aussi du EMA, donc d'avoir cette philosophie dans l'accompagnement. C'est exactement ça. C'est ce qui va avec ça aussi. Qu'est-ce qui t'a plu d'emblée au démarrage quand tu as appris le EMA? Un des points, c'était justement que chaque personne peut se prendre en main elle-même. Qu'elle a la capacité de se rendre compte de ce qui se passe dans l'inconscient. Et puis, faire le pont vers le conscient pour que le conscient puisse faire une stratégie, développer une stratégie pour changer la situation selon les désirs. Ça c'est merveilleux quand même. Moi je trouve génial. Ça c'est vraiment merveilleux. Que le conscient et l'inconscient ensemble
peuvent contribuer finalement au mieux-être de la personne. Moi, je trouve vraiment important qu'aujourd'hui, on arrête de faire cette scission entre inconscient et conscient, parce que quand même, on peut dire que 98 à 99% de ce qui se passe dans notre vie, c'est inconscient. On ne peut même pas travailler sur toutes les informations qui viennent à nous. C'est des milliers de fois trop pour notre conscient. Alors, comme notre inconscient l'engrange, on n'a aucune possibilité de dire « je veux que seulement ça soit pris » ou que seulement ça soit pris. Là, on ne peut rien faire. Par contre, maintenant, avec les moyens qu'on a, entre autres les MA, c'est de faire ressurgir et de se dire « ok, maintenant je peux amener les informations inconscientes vers le conscient, et puis j'ai une vision de ce qui se passe et je peux décider, j'ai enfin le choix. » Donc ça c'est vraiment magnifique. Et ça c'est vraiment très important. D'avoir cette possibilité de choisir, au lieu de subir ou au lieu de se faire prendre son pouvoir par quelqu'un d'autre ou tous ces genres de choses. Dis-moi, tu l'utilises aussi en méthodologie coaching? Oui, tout à fait. Alors ça se passe comment par exemple quand tu l'utilises en coaching? Alors, souvent, j'ai eu un cas que je trouve très chouette parce qu'il n'était pas habituel. J'ai un concierge qui subit depuis des années un mobbing vraiment atroce. Et comme il a déjà un certain âge, il doit attendre que quelqu'un d'autre reprenne l'entreprise. Oui, d'accord. Parce qu'il ne peut pas juste quitter et dire « ok, je trouverai facilement quelque chose d'autre ». Et il s'énervait de toutes les tentatives qu'il avait faites pour donner un sens à sa vie, pour être plus serein dans cette situation et tout ça. Et quand j'ai commencé à lui proposer l'EMA, il dit « oh ouais, je connaissais ce truc-là, mais ouais, ok, jouons avec ». Et on a commencé à regarder où il positionnait son futur, qu'est-ce qu'il voulait faire et ses obstacles. Et soudain, il dit « non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne va vraiment pas comme ça. Non, ok. Moi, je vais faire un voyage en train. je vais ici de Berne, je vais partir et aller jusqu'à Paris. Et je vais m'éclater à Paris. » Alors, il a fait tout son voyage d'EMA en regardant les stations du train, en utilisant des images comme là, la locomotive elle est lâchée. Je dois faire appel à une locomotive de secours. Je suis bloqué là pendant quelques temps jusqu'à ce que la bonne locomotive de secours arrive. C'était vraiment trop drôle. Il a utilisé des magnifiques métaphores et de la symbolique. Il a vraiment utilisé un langage métaphorique tellement riche. Et il a utilisé autant les wagons du train, la locomotive, la forme des stations, que le paysage qu'il traversait. Et il reliait tout avec ses yeux sans penser. Il le faisait tout à fait automatiquement. Et quand il était arrivé à Paris, c'était bon. Et ça fait quelques mois que je l'ai vu là, et c'était vraiment intéressant de voir qu'il avait fait des grands progrès. Il était beaucoup plus concret. Ça, c'est magnifique de savoir ça. Parce que pour les auditeurs, c'est intéressant de savoir aussi qu'on utilise le mouvement oculaire, mais on utilise la spatialisation. Et comme on travaille avec l'être intérieur, l'inconscient, effectivement, il y a du langage métaphorique qui peut venir, parce que c'est souvent un langage de l'inconscient. Oui, exactement. Ouais. Et ça lui a permis d'entrer dedans, parce que pour lui, juste bouger les yeux et s'imaginer visuellement, c'était pas assez. Il a dû pouvoir se lever,
parcourir le trajet du train. Merveilleux. C'était vraiment un travail global de tout son être qui faisait un EMA global. Et comment il a réagi à la fin de la session? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme feedback, comme commentaire après? Oh, il a adoré. Il a adoré il a ça. adoré. Oui, oui. C'est bien de savoir que, parce que des fois les gens disent oui, mais après un certain âge, ça vaut pas la peine de travailler sur soi, ou au contraire, hein? Moi, je pense que j'aurais dû arrêter bien longtemps si c'était le cas. Donc, non, donc c'est magnifique, on te garde, on peut regarder, c'est merveilleux. Et ça peut aider des gens comme cet homme-là qui a un réaménagement à faire en fin de carrière. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et qui est quand même assez âgé. Il n'y a pas de limite de domaine où on peut l'appliquer. Oui. Il y a vraiment plein de choses. Ben, je te remercie beaucoup. Merci infiniment, Claudine, de nous avoir partagé ça. On pourrait parler encore longtemps parce que tu as beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais pour nous maintenant, ben, on va tout simplement refaire un petit tour sur ce qu'on a discuté avec Claudine. Ben, c'est intéressant de constater en fait que, comme Claudine disait, c'est que autant dans le domaine psychothérapeutique que dans le domaine du coaching, on va adapter l'approche EMA pour le client. Ce qui compte, c'est comment le client veut vivre sa réalité et comment lui va mettre en place les choses. Hein? C'est ça que tu fais. Et puis, donc, c'est vraiment à chaque fois le client qui décide, qui mène, et nous, on fait que le suivre en fait en accompagnement. Ce qui est très différent de plein d'autres approches où c'est nous qui menons le client là où nous on veut aller. Dans ce cas-ci, le client va faire sa cartographie, on va suivre son langage, sa gestuelle, son mouvement, et on accompagne et on s'assure, bien évidemment, parce qu'on est des professionnels de l'accompagnement, on va s'assurer que le client aille bien là où c'est important pour lui d'aller et qu'il vive bien son expérience. Mais en bout de ligne, je reviens à ton concept d'autonomie, parce que c'est tellement ça et tellement crucial de dire que le client retrouve en fait ses propres repères. Et puis ton client, celui avec le train, ce qui est magnifique, c'est qu'après, il a cette expérience-là. Et il peut s'en souvenir le lendemain, dans les jours qui suivent, si jamais il se pose des questions, il peut revenir en disant c'est telle station, c'est telle station. Donc le repérage que les gens font, ça leur appartient. Ils partent avec ça et ils peuvent le réexploiter et le réutiliser. Absolument. Donc, ils n'ont pas obligatoirement besoin de revenir la semaine suivante. Ils vont venir en thérapie au besoin, bien évidemment. Mais une fois que les repères sont faits, ils peuvent se les approprier. Et ça leur permet aussi d'ouvrir le champ métaphorique, parce que souvent, ils ont un manque de langage. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui les limite aussi dans la possibilité de trouver des solutions. C'est un très bon point ce que dit Claudine, parce que des fois les gens ne savent pas trop comment dire les choses, ou on parle vocabulaire, ou on n'arrive pas à l'exprimer. Mais en fait, en laissant monter ce que l'être intérieur a, par le regard ou par les symboles, ça met tout de suite quelque chose d'important dans la réalité de l'expérience. Donc un gros merci Claudine. Merci à toi Isabelle. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à la prochaine pour une autre émission sur l'actualisation par les mouvements oculaires, comment bouger ses yeux pour être mieux.